Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Prends le temps tranquillement de vous laisser arriver. J'espère que tout se passe bien pour vous. On va dire qu'on commence dans quelques minutes. C'est toujours le moment bizarre où vous démarrez le live et tout le monde n'est pas encore là et vous parlez seul, etc. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour moi, chaque semaine, c'est une bonne semaine parce que je fais ce que j'aime faire. Et on va parler aujourd'hui de comment attirer les bons clients. Et c'est un sujet qui pour moi est le sujet clé. Déjà, je vais vous dire ce que moi j'entends par, enfin avant de rentrer dans le détail de bons clients, pourquoi c'est aussi important. Salut Noémie, salut Lucie, hello Olivier. Yes, j'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas, si vous voulez que je vois votre nom quand vous commentez, vous avez qu'à cliquer. Ça fait rien de spécifique, mais c'est juste que vous allez donner l'autorisation à cette appli de live de pouvoir voir votre nom et votre prénom. Et ce sera beaucoup plus sympa pour moi. Et vous le faites une seule fois, ce sera valable pour tout le temps. Que je sache qui est là et qui est qui. Voilà. Parce que parfois, vous êtes des personnes que je connais et je vais faire des commentaires sans savoir en fait. Parce que je vois pas sur mon outil de live, je vois pas les noms et prénoms. Donc aujourd'hui, on va parler d'attirer les bons clients. Avant d'aller dans le détail de ce que c'est et de ce dont je veux parler explicitement, la première question c'est déjà pourquoi en fait? Pourquoi vouloir attirer les bons clients? Et qu'est-ce que ça veut dire les bons clients? Chacun a sa définition des bons clients et c'est pour ça que c'est important de savoir en fait ce que ça veut dire pour chacun et chacune d'entre vous. Euh, et c'est quelque chose qui peut prendre du temps à se définir sur la base de votre expérience. Qui est la personne avec laquelle vous prenez du plaisir à travailler, avec qui vous méritez de travailler, qui mérite votre temps, etc. etc. Donc ce soir, on va parler de ça, mais on va parler aussi d'un autre point de vue qui est un peu, je dirais, qui est pas forcément commun. Et j'aimerais beaucoup, comme tous les lives, j'aimerais que vous puissiez réellement participer. Ces lives sont faits essentiellement pour vous. Yes, salut Thomas. Hello Naïla, super. Donc, vous avez, chacun a sa définition de ce que ça veut dire un bon client. Pour moi, il y a quand même des bases et j'aimerais qu'on puisse se mettre d'accord sur des bases. Alors, dites-moi ce que ça veut dire pour vous un bon client. Sachant que chacun a plus ou moins sa définition, j'aimerais bien que vous puissiez me dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous un bon client. C'est quoi un bon client? Avant que je puisse commencer à partager. Qu'est-ce que c'est un bon client pour vous? C'est pas la même chose pour tout le monde. Si vous ne définissez pas ce qu'est un bon client pour vous, ce sera difficile de pouvoir attirer ce bon client. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Un bon client. Bon, il y a toujours un petit peu de décalage. Pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Et oui, sachez qu'il y a toujours un petit décalage. Donc, n'hésitez pas à me partager qu'est-ce que ça veut dire pour vous un bon client. Pour moi, la version d'un qu'est-ce que ça veut dire un bon client, pour moi, c'est déjà un client qui a envie de vivre une transformation, qui est convaincu et donc qui va être coachable, qui va être impliqué, qui va être motivé. Pour moi, ça commence par là déjà un bon client. Un bon client, c'est quelqu'un qui reconnaît ma valeur, mais qui reconnaît aussi sa valeur. Alors, il y a un client respectueux. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire respect? Est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux du temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux de la valeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux de lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le respect, ça peut vouloir dire plein de choses et c'est propre à chacun. Qu'est-ce que tu mets derrière respect? Thomas, tu dis une personne qui nous apporte autant qu'on lui apporte. Gagnant-gagnant. Yes, ça c'est une définition, c'est ta définition. Ok, c'est ça un bon client pour toi, c'est quelqu'un qui apporte autant que tu lui apportes. Moi, je vais challenger un peu ton idée. Je vais dire, mais est-ce que à la base, il te paye pas pour que tu lui apportes quelque chose? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de lui en fait? Je te titille un peu, euh,
Voilà. Mais dis-moi ce que ça veut dire. Un client qui est prêt au changement. Yes. Pour moi, c'est aussi un client qui est coachable. Pour moi, c'est ça un bon client. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet hyper rapidement. Donc, pour moi, un client, comme je disais, un bon client, c'est un client qui comprend ma valeur, qui comprend sa valeur, qui respecte le cadre, qui est coachable. Je dis qui est coachable, mais c'est parce que je suis dans l'accompagnement, dans le coaching. Mais je pourrais dire aussi qu'il respecte le cadre. On a fixé un cadre, il le respecte. Qui connaît ses limites, qui connaît les miennes, qui respecte, qui prend ses responsabilités parce que je ne prendrai plus jamais les siennes, je l'ai fait par le passé, je ne prendrai plus jamais les siennes, donc c'est qui prend ses responsabilités. Pour moi, ça tourne autour de ça. Et c'est aussi un client, pour moi, un bon client, c'est aussi un client qui paye bien. Alors quand je dis un client qui paye bien, c'est moi qui fixe mes tarifs. Donc si j'accepte un client qui paye mal, c'est un problème. Par contre, qui paye bien, ça veut dire aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il respecte ses engagements en termes de paiement. Pour moi, c'est ça aussi un client respectueux. Respectueux à l'écoute, qui me paye à la hauteur de ce qu'il me demande sans jamais négocier à la baisse, qui ne fait pas dans la mauvaise foi. Yes, la question de mauvaise foi. Yes, super. Donc là maintenant, ce que j'aimerais vous poser comme question, et encore une fois, c'est un live interactif, donc j'attends vos réponses. Alors Thomas qui dit, s'il nous permet de faire notre travail correctement et que le résultat lui satisfait, je suis gagnant. Yes. Maintenant, je vais vous poser la question, qui est-ce que vous attirez? Là, il n'y a pas de jugement, c'est aujourd'hui qui vous attirez. Quelle est la caractéristique de la personne que vous attirez? Peut-être quelque chose que vous aimez chez elle, peut-être quelque chose qui vous dérange. Qui sont les personnes que vous attirez globalement? Est-ce que ce sont des personnes qui ont du mal, qui demandent beaucoup, qui voilà, sont tout le temps en train de négocier? Est-ce que ce sont des personnes qui vous demandent toujours gentiment de rajouter un petit truc? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déterminées? Est-ce que ce sont des personnes qui manquent d'implication? Qui sont les personnes que vous attirez aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Qui attirez-vous aujourd'hui? C'est impossible de faire évoluer. Vous ne pouvez pas attirer des bons clients, donc attirer des personnes que vous voulez attirer, encore une fois, si vous ne savez pas où vous en êtes aujourd'hui et si vous ne savez pas où vous voulez aller. Pour moi, c'est toujours cette question de l'itinéraire. C'est quoi mon point A, c'est quoi mon point B? Si je ne sais pas quel est mon point A, comment je peux connaître le chemin pour aller jusqu'au point B? Si je ne sais pas qui j'attire aujourd'hui, et je ne pose pas de conscience là-dessus, et si je ne sais pas qui je veux attirer, ça va être très compliqué d'attirer les bonnes personnes. Donc, qui est-ce que vous attirez aujourd'hui? Ça, pour moi, c'est une vraie question, c'est une question importante que vous devez vous poser. Des personnes en souffrance, ok. Des personnes qui se cherchent et ont envie de changement. Yes. Personnes en souffrance. Personnes qui se cherchent et qui ont envie de changement. Maintenant, quand vous vous êtes posé la question de qui vous attirez, j'aimerais vous poser la question de qui voulez-vous attirer. Il y a une différence entre qui on attire et qui on veut attirer. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, en fait, j'attire des personnes qui ont toujours de gros problèmes, qui ont des problèmes d'argent, pour qui c'est compliqué d'investir. Ok, ça c'est qui vous attirez. Mais qui vous voulez attirer? Peut-être que vous voulez attirer des personnes au contraire pour qui c'est simple d'investir, qui voient de la valeur. Des personnes qui sont perdues, égarées. Ok. C'est hyper important de mettre de la conscience dessus. Donc ça, maintenant, observez juste qui vous attirez aujourd'hui et qui vous voulez attirer. Là, normalement, vous avez un écart entre les deux, sauf si vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes au bon endroit, c'est cool. Vous allez juste faire plus de ce que vous faites, de ce qui marche bien pour pouvoir avoir plus de ces résultats. Mais la vraie question, c'est, voilà, entre la personne que vous attirez et la personne que vous voulez attirer, quel est le fossé? Est-ce que c'est un petit fossé? Est-ce que c'est un grand fossé? Est-ce que ça vous paraît énorme? Je vous donne un exemple. Imaginons que je veux attirer que des personnes qui croient en elles et qui sont convaincus de leur valeur et qui ont des résultats. Enfin, voilà, qui ont déjà des résultats et qui veulent aller plus loin. Ça, c'est ce que je veux, mais imaginons qu'aujourd'hui, j'attire des personnes qui n'ont pas du tout de résultats, qui ne croient pas du tout en elles, qui ont du mal à investir. En fait, là, j'ai un gap qui est énorme. J'ai un fossé qui est énorme. Alors,
Yes. Des personnes avec un objectif de vie à long terme. Super. Des personnes motivées, créatrices qui sont prêtes à payer une bonne prestation. Yes. Aujourd'hui, les plus humains, créatifs qui veulent collaborer, partager, les moins, peu ou pas d'investissement budget, qui demandent toujours des services ou du plus, qui ont du mal à aller au bout de leur engagement, extrêmement exigeant. Super, super. Merci, merci beaucoup pour le partage, Lucie. Euh, et maintenant, l'autre question qui va juste après. Quel client méritez-vous? Encore une fois, il y a une différence entre qui j'attire, donc ça c'est au présent, qui je veux attirer, on va dire c'est un objectif, et qui je mérite. Là, on va encore plus loin. Il y a différentes distances et c'est ce que je dis aussi à mes clients par rapport à leurs objectifs. Il y a le résultat, c'est au présent, l'objectif, c'est un peu plus moyen terme, et il y a la vision qui est très long terme. Si vous ne regardez que le présent, c'est-à-dire que ce que vous avez, et que vous jaugez et que vous jugez tout ce que vous avez selon ça, en fait, vous passez à côté de quelque chose. Ça veut dire que la seule chose que vous voyez, c'est uniquement ce qu'il y a au présent. Or, ce qu'il y a au présent n'est l'état que de ce que vous avez fait dans le passé. Par contre, vos objectifs, c'est le résultat de ce que vous allez faire et des actions qui vont vous emmener vers cet objectif. C'est pareil pour vos clients. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les clients que vous voulez attirer. Euh, euh, si vous regardez au présent, vous avez certaines personnes. Si vous regardez un peu plus loin, il y a certaines personnes que vous voulez attirer. Et si vous regardez encore plus loin, il y a les personnes que vous méritez. Par exemple, vous pouvez vous dire, ben, tiens, moi je mérite de travailler avec des hommes et des femmes d'influence qui sont médiatisés parce que je sais que je suis en capacité de pouvoir les aider à aller encore plus loin dans leur posture, etc. Ça, c'est ce que vous méritez. Mais ce que vous voulez attirer de manière réaliste, le plus tôt, c'est peut-être pas encore ces personnes-là. C'est peut-être des personnes qui ne sont pas connues, mais qui ont beaucoup de potentiel. Et qui vous attirez aujourd'hui, c'est peut-être des personnes qui sont encore plus loin que ça. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre de la conscience. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous méritez d'aller? Deux choses différentes. Euh, Lucie, je voudrais des gens motivés, engagés, humains, prêts à l'échange, à la co-création, qui ont le budget à la hauteur de leurs ambitions et de leurs demandes. Yes, c'est très précis. Euh, Maintenant, la question, c'est une question uniquement pour vous. Qui devez-vous être pour attirer ces personnes-là? On en a parlé la semaine dernière. On doit être une certaine personne pour attirer un certain type de personne. Et ça, je vais vous donner une explication très simple à ça. Imaginez juste que j'arrive dans un banquet avec des personnes distinguées et que je veux travailler avec des personnes distinguées et que je parle mal ou que je parle, on va dire, en verlan ou que je parle voilà, de l'argot. J'aurais pas le langage pour que ces personnes sentent que je fais partie de leur monde et qu'elles ont envie peut-être de travailler avec moi. Et attention, je ne dis pas qu'il faut forcément se transformer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui résonnent avec qui vous êtes et d'autres qui ne résonnent pas. Euh, Il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est on a toujours un angle mort. C'est-à-dire que il y a des choses que vous ne voyez pas. Je vous donne un exemple. J'avais donné cet exemple très, très drôle où je disais aux personnes, et si vous n'attirez que des clients fauchés, et si attirer des clients fauchés, pardon, c'est parce que vous parlez le fauchenet. Le fauchenet, ça n'existe pas, mais je disais que c'est le langage des gens fauchés. Et le problème, qu'on ne sait pas qu'on parle le langage des gens fauchés, c'est qu'on va attirer des personnes qui résonnent avec ce langage. Je vais vous donner un exemple très concret. Si moi, je parle avec des personnes qui veulent accomplir des, euh, des, vraiment de très 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 grandes choses, qui veulent, j'en sais rien, qui se disent, ok, moi je veux impacter des centaines de milliers de personnes, etc. Cette personne-là, je ne peux pas lui parler un langage de, tiens, je vais te montrer comment attirer plus de likes sur YouTube ou plus de likes sur Facebook. Ça, c'est pas le langage de quelqu'un qui veut accomplir de grandes choses. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui est bloqué dans la technique et qui est très loin de sa vision, qui est bloqué sur de la technique. Donc, si je parle ce langage-là, je ne vais pas attirer des personnes qui veulent attirer de grandes choses parce que ce ne sont pas leurs préoccupations. Maintenant, quand je dis le langage, il y a plein de choses. Il y a les codes. Quel code je véhicule?
Est-ce que les codes que je véhicule sont les codes des personnes que je veux attirer? Si je veux attirer des personnes qui sont bien dans leur basket, je ne peux pas leur parler de choses, de personnes qui sont tout le temps dans leur peur et dans leurs doutes. Ils vont pas se reconnaître. Ils vont juste dire c'est pas moi. Maintenant, le langage, il passe aussi par l'argent. Si vous pratiquez des tarifs qui sont des tarifs de gens fauchés, vous allez attirer des gens fauchés. Une personne qui croit en elle, qui investit en elle, etc. Moi, j'estime que toutes les personnes que j'accompagne investissent en elles et j'ai des offres qui vont jusqu'à une vingtaine de milliers d'euros. Les personnes qui investissent dans ces coachings très haut de gamme, mais attention, c'est par rapport à là où ils en sont, par rapport, après j'ai des offres bien moins chères, mais je ne peux pas accompagner ces personnes-là qui veulent accomplir de très 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 grandes choses avec un tarif qui correspond à quelqu'un qui débute. Ça n'a pas de sens. Je ne parle pas son langage, je ne parle pas le langage de son ambition, je ne parle pas le langage de sa valeur. C'est comme si quand elle va se payer mon service, elle va pas voir de valeur et ça ne va pas elle va pas s'associer à un statut. Moi, je suis pas très, avant j'étais très montre, je suis plus trop montre, etc. Mais euh, euh, certaines personnes, pour elles, avoir un sac, et d'ailleurs, les grandes marques de luxe ont formé et forgé leur image sur ça, en fait, sur le statut personnel. Une personne, elle aura envie, entre guillemets, de dire qu'elle a été accompagnée par vous si elle le voit comme une fierté. Elle aura envie de dire qu'elle a travaillé avec vous si elle le voit comme quelque chose de valorisant. Si vous pratiquez des tarifs qui ne sont pas valorisants, ni pour vous, ni pour la personne qui vous paye, attention, je ne dis pas que tout ne passe que par le prix, mais là, vous ne parlez pas le langage de ce qu'elle veut accomplir. Donc ça, c'est une vraie question. Qui devez-vous être pour attirer les personnes que vous voulez attirer? Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui n'attire que la personne que vous attirez aujourd'hui. Et la personne qui attirera celle que vous voulez attirer demain, c'est quelqu'un de différent de qui vous êtes aujourd'hui. J'espère que c'est clair, que je ne vous perde pas dedans. Euh, yes. Alors ça, on a déjà vu. Je mérite de travailler avec des hommes et des femmes qui ont de forts potentiels, des personnes qui veulent s'exprimer librement et pleines d'amour d'elles-mêmes. Yes. L'attitude compte effectivement autant que les mots. Et c'est Zig Ziglar qui disait votre altitude ne dépend pas de vos aptitudes, mais de votre attitude. Quelle attitude vous avez et comment vous vous présentez au monde, comment vous vous présentez aux personnes pour qu'elles puissent vous prendre au sérieux, pour qu'elles puissent se dire c'est la personne qui va m'aider, qui va m'accompagner, qui va m'apporter ce dont j'ai besoin. Ça pour moi c'est très important. Maintenant, j'ai une autre, et ça c'est peut-être un peu surprenant, mais il y a un effet miroir. Et j'aimerais qu'on pose un peu notre conscience dessus. Et je vous demandais quel client êtes-vous? On est le client qu'on attire. Et ça, je le dis, je peux le dire haut et fort, on est le client qu'on attire. Imaginez, je vais c'est en lien avec les personnes qu'on est en capacité d'attirer. Et la raison pour laquelle, si on se rend compte qu'on attire un certain type de personnes, c'est pas juste les gens qu'il faut changer, c'est peut-être nous en fait, notre posture, notre attitude, nos tarifs, notre confiance en soi, notre estime de soi. Maintenant, quand je vous dis on attire le client qu'on est, imaginez que les mots, votre attitude, c'est plus que simplement une posture, c'est comme un signal, c'est un signal que vous envoyez. Et j'aime bien l'idée de la radio. Imaginez que vous avez un signal radio et que vous envoyez, que vous êtes une radio, que vous émettez un signal. En fonction du signal que vous émettez, vous allez attirer des personnes en adéquation avec ce signal. Si moi, dans mon signal, c'est des infos chiantes, je vais attirer des personnes qui recherchent des infos chiantes. Si c'est de la musique des années 40, je vais attirer des personnes qui aiment la musique des années 40. Si c'est du rock, je vais attirer des personnes qui aiment le rock. Donc on attire les personnes qui vibrent selon la fréquence qu'on émet. Et cette fréquence, elle est liée à plein de choses. Elle est liée à des choses qui sont de l'ordre de votre posture, du visible, du tangible, mais aussi un peu plus de l'invisible, du non-verbal aussi, de tout un tas de choses que vous émettez sans vous en rendre compte. Parce que les mots ne sont qu'un véhicule d'une information, d'une énergie et d'une information. Moi, je m'intéresse beaucoup à la physique et à la physique quantique. Et
L'énergie est partout autour de nous. Et d'ailleurs, c'est très surprenant qu'on voit les découvertes récentes, que la matière n'existe pas, que c'est que de l'énergie beaucoup plus dense qui forme la matière. C'est que de l'énergie. La couleur, c'est de l'énergie. Tous les objets que vous les voyez par rapport à une longueur d'onde, et la longueur d'onde, c'est une énergie. Les mots que vous entendez ces sons et c'est une énergie sonore. D'ailleurs, c'est Nikola Tesla qui disait que pour comprendre le monde, il fallait comprendre les énergies. Et donc, c'est pas juste un truc spirituel ou perché, c'est très tangible et très concret. Donc, quand vous avez une intention, ou même quand vous n'avez pas d'intention, même sans intention, vous émettez quelque chose par défaut, en fait. Imaginez juste que vous êtes à une certaine fréquence et que tout ce que vous allez émettre, si vous ne mettez pas de conscience dessus, ce sera à cette fréquence-là. Vous manquez d'argent, vous êtes dans le manque, vous allez attirer des situations de manque et des personnes en situation de manque. Vous êtes dans l'abondance, vous allez attirer d'autres choses. Et c'est pour ça que l'une des choses les plus importantes, quand on veut attirer les bonnes personnes, c'est déjà de prendre soin de soi, de où on est en fait, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Euh, alors, j'ai Olivier qui dit votre posture détermine ce que vous attirez. Yes. Je suis une cliente fidèle si je suis satisfaite du service. Ok. Et quand tu n'es pas satisfaite du service, comment tu es? Ça, c'est important aussi. Je suis exigeante, déterminée, très pragmatique avec l'émotion posée sur mon besoin. Ok. Super. Pragmatique. J'ai pragmatique. Super. Maintenant, quand je vous dis qui attirez-vous comme client, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est qu'il y a d'un côté ce que vous savez être, ce que vous savez de vous, entre guillemets, moi je sais que je suis tel client, etc. Ou je dirais ce que vous croyez savoir de vous, ou ce que vous voyez. On a tous des points aveugles ou des angles morts de choses qu'on ne voit pas de nos propres comportements. Observer ce qui se passe concrètement autour de soi, c'est aussi une manière d'observer qu'est-ce qu'on émet en fait. Si je n'ai que des personnes agressives autour de moi, est-ce qu'il y a une notion, une colère en fait qui est en moi, qui n'est pas forcément exprimée directement, mais qui m'attire des situations de colère ou d'agression ou d'agressivité? Est-ce qu'il y a, quand je regarde de nouveau ça, oui, on attire le client qu'on est. Donc, regardez, observez, quel client vous attirez. Est-ce que vous attirez par exemple des clients ou même des prospects qui ont du mal à s'engager, qui ont du mal à dire oui, ok. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent, ouais, mais moi, je comprends pas, il y a beaucoup de personnes que j'ai au téléphone, mais ils ont du mal à s'engager, etc. Et là, je rappelle à la personne, est-ce que tu te souviens comment s'est passé notre appel? Oui? Est-ce que tu as pris un engagement rapide? Non, ça t'a pris combien de temps pour t'engager? Bah, je sais pas, ça a pris 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, ok. Donc, qu'est-ce que tu en déduis? Tu attires juste des personnes qui sont comme toi. Maintenant, cette personne que tu as été, la personne qui prend du temps, qui a une croyance, c'est ah oui, mais moi, une décision, il faut toujours que je prenne du temps pour prendre une décision. Ok? Où est-ce que tu as emmené cette croyance et qu'est-ce que ça engendre cette croyance? Qu'est-ce que tu vibres? Si j'ai pas une confiance en moi, ou que je fais semblant d'avoir confiance en moi, j'attire quel type de clients? Est-ce que j'attire des clients qui sont vraiment en confiance? Comment se manifeste leur manque de confiance? Est-ce que leur manque de confiance en eux se manifeste aussi par une défiance dans mes services? Et est-ce que ça ne me renvoie pas à moi, à ma propre expérience en fait? Attention, je ne suis pas dans un discours culpabilisateur en disant que tout est de votre faute. Je ne parle pas de faute, je parle de responsabilité. Les autres, le monde, vous ne pouvez pas agir dessus. Ce n'est pas votre responsabilité. Par contre, vous pouvez agir sur vous. Et être responsable de ce qu'on émet, de qui on est, de ce qu'on a décidé d'être, ça, c'est votre responsabilité. Donc, qui attirez-vous? Et si vous observez les personnes que vous attirez, qu'est-ce que ça vous montre de vous, en fait, que vous devez travailler? Il y a je change. Yes. J'imagine que c'était par rapport à si je ne suis pas satisfaite. Ok, ok. Si je ne suis pas satisfaite, je change. Ok. Demain, tu as une cliente qui n'est pas satisfaite, qui n'a pas du tout exprimé son insatisfaction et qui part. Tu vas trouver ça injuste. Mais au final, est-ce que c'est pas une partie de toi? Est-ce que c'est pas ce que tu es aussi? Cette personne qui, quand elle n'est pas satisfaite, change.
Personnellement, moi, quand je ne suis pas satisfait, et attention, c'est pas, encore une fois, on est vraiment dans un échange bienveillant. Donc, ce que je vous exprime, c'est des points, c'est pas des points pour vous mettre à défaut, ce sont des points pour vous aider à réfléchir. Euh, Moi, depuis que je me pose cette question-là, comment je peux être le client que je veux attirer, j'ai beaucoup changé mon comportement. Par exemple, quand je ne suis pas satisfait d'un service, je dis à la personne, voilà ce que j'attends de ton service, voilà ce que j'ai maintenant. Est-ce que tu penses que tu serais en capacité de m'apporter ce dont j'ai besoin parce que là, j'ai l'impression de ne pas l'avoir. Première chose, du conditionnel. C'est pas juste, je mets toujours le doute que c'est peut-être moi qui ne suis pas en capacité d'extraire de la valeur. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie de passer à côté de quelque chose, de me dire en fait j'avais pas la maturité nécessaire ou le recul nécessaire ou l'expérience nécessaire pour extraire de la valeur de cette situation, de cette personne. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, donc ça veut dire que je suis aussi le client qui aide la personne à améliorer son service. Deuxième chose, si j'estime que je n'ai vraiment pas ce que je veux, je vais lui dire, écoute, voilà, moi, ce que je te conseillerais, c'est, si tu es à l'écoute de ce que je viens de te dire, ce serait de faire ça, 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 parce que là, moi, pour le coup, je ne me suis pas senti écouté, je ne me suis pas senti ceci ou cela. Comment est-ce qu'on peut s'arranger? Je préfère qu'on s'arrête là, etc. Et ensuite, je suis dans la négociation. Je ne vais pas exiger, oui, je vais être remboursé complètement, etc. J'essaie d'être le client que je veux attirer. Qu'est-ce que ça m'a poussé à faire d'être comme ça? Ça m'a poussé à être encore plus coachable. C'est-à-dire, parfois, je peux avoir des idées arrêtées sur certaines choses ou me dire, OK, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir ce que je veux, mais quand je rentre dans un programme, je me soumets bien entendu, je garde mon libre arbitre, mais je me soumets au process de la personne en disant, OK, si je l'ai choisi, c'est qu'elle a quelque chose que je n'ai pas encore, donc je vais appliquer à la lettre, être un bon élève, ne pas me couper de mes ressentis non plus. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être une ressource. Et ça, c'est une question qui surprend toujours en fait les personnes qui me coachent. Je demande à la personne comment est-ce que je peux être un bon coaché selon ton regard. Et souvent, elles sont un peu. Il y a une petite période ouais, elles sont un peu surprises, prises de court, en disant, ah tiens, c'est la première fois qu'on me pose la question. Oui, comment je peux être un bon coaché pour toi? Une personne que tu vas prendre plaisir à coacher. Moi, je suis le client que j'aimerais avoir. La personne qui demande aussi comment est-ce qu'elle peut. Voilà, et la personne va me dire, bah tiens, moi, pour moi, un bon coaché, c'est quelqu'un qui participe, c'est quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui montre sa vulnérabilité. Ok, ben j'en prends note. Et je vais jouer le jeu, ou je vais faire le maximum pour jouer le jeu. Pour moi, c'est ça, c'est être coachable, c'est rentrer dans l'écosystème de la personne, jouer le jeu et faire les choses jusqu'au bout. C'est extraire, je suis le client qui extrait de la valeur. Extraire de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne dit quelque chose, je ne me contente pas de l'écouter. Je prends des notes. J'ai des carnets remplis. Des carnets remplis, je prends des notes et je me dis, OK, comment je peux appliquer ça à moi? Ça, c'est le client que j'aime, entre guillemets, que je suis. Je suis un client qui aime payer les personnes pour un service quand je suis convaincu que ça va m'aider et qui ne négocie jamais ni la valeur, ni... voilà, je me dis, la personne, elle a fixé un prix, c'est en accord avec la valeur qu'elle sait avoir. Donc, je vais juste être en accord avec ça et, euh, et y aller. Et, et pour moi, en fait, vraiment, je le fais toujours dans cette intention de me dire, si j'étais dans la situation inverse, comment j'aimerais qu'on se comporte vis-à-vis de moi? Et ça, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'après, ce dont je me suis rendu compte que plus j'attirais, plus j'étais, moi, ce client qui est aussi investi, qui ne cherche pas d'excuses, qui passe à l'action, qui prend des notes, qui extrait de la valeur, qui apporte de la valeur au groupe, etc., plus j'attirais des personnes qui étaient comme ça. Et il y a vraiment cet effet miroir. Euh, alors, la confiance en soi, c'est la base, je pense. Yes. Enfin, pour moi, il y a plein de bases. Je dirais, au-delà de la confiance en soi, pour moi, la confiance en soi n'est pas un prérequis.
La confiance en soi, à mon sens, hein, et encore une fois, c'est une interprétation très personnelle, la confiance en soi, pour moi, n'est pas un prérequis. C'est une résultante de quelque chose. Si en fait on pense que et là je vais challenger cette croyance. Si on pense que la confiance en soi c'est une base, alors on va se dire je dois attendre d'avoir confiance en moi pour pouvoir faire ça parce que c'est la base. Si j'ai pas confiance en moi, je ne pourrais pas le faire. Moi, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est que la confiance en soi est un résultat. C'est un résultat de peut-être de choses que j'ai vécues. C'est quelque chose qui se construit étape par étape. Et pour moi, c'est pas un prérequis. Je suis prêt à me lancer dans des projets même sans avoir confiance en moi. Par contre, pour moi, le prérequis, c'est avoir le courage d'y aller, même quand j'ai pas la confiance. Et même la motivation, pour moi, c'est plus un prérequis. Avant, je disais ça, je disais que la confiance en soi, c'est un prérequis, c'est la base, la motivation aussi. Non, pour moi, je me dis même que c'est dangereux d'essayer de reposer ses avancées sur sa motivation. La motivation n'est pas constante. Par contre, la discipline peut être constante. La vision peut être constante. Et si j'ai une vision, alors je peux me motiver. Et si j'ai une discipline, alors je peux recréer tous les jours un peu de motivation ou un peu plus de motivation. Et pour moi, c'est ça. Par contre, pour moi, ce qui est une base, il y a une question et encore une fois, quelque chose qui se construit, mais d'amour de soi. D'amour de soi et d'estime de soi. Si j'ai de l'estime pour moi-même, ou l'amour de moi-même, c'est plus facile d'en avoir pour les autres. Si j'ai de l'estime pour moi, c'est beaucoup plus facile d'estimer l'apport de l'autre et de reconnaître la valeur de l'autre. Parce qu'encore une fois, il y a toujours cet effet miroir. Et pour moi, c'est toujours un bon indicateur. Quelqu'un j'ai une cliente un jour qui m'a dit un truc qui m'a outré en fait, qui est pas du tout raccord avec tout ce que me disent, je dirais, bah, pour le coup, 100% des clients qui trouvent toujours énormément de valeur dans ce que je leur apporte. Elle m'a dit, oui, tu m'as vendu du caviar et tu m'as servi du pâté en boîte, du thon en boîte. Franchement, j'en ai rigolé. Ça n'a même pas heurté mon ego ou quoi que ce soit. Parce que déjà, j'ai une estime de moi suffisamment élevée pour ne pas laisser quelqu'un peu importe, hein, peu importe son intention en fait, c'est même pas le plus important son intention. Peut-être qu'elle était sincère dans ce qu'elle ressentait, mais je me suis juste dit waouh, en fait, ce qu'elle a décrit, c'est exactement ce qu'elle vit elle. C'est-à-dire elle m'a dit en préambule que ses clients ne reconnaissent pas sa valeur, etc. Elle est venue travailler ça avec moi. Et en fait, elle est restée bloquée enfin, je sais pas sur quoi, mais en tout cas, ne pas reconnaître la valeur chez l'autre, c'est justement aussi pour ça qu'on ne reconnaît pas la valeur chez elle et qu'elle attire des personnes qui ne reconnaissent pas sa valeur. Donc pour moi, il y a un peu. Voilà, c'est cyclique, quoi. Enfin, c'est presque automatique, pardon. Cette question de l'effet miroir. Euh, alors, qui joue le jeu et se donne les moyens de réussir ses objectifs? Ok. Je confirme l'effet miroir. Yes. Le courage, la volonté, l'engagement. Yes. Le courage, c'est ma base. Alors, si vous connaissez, alors je vais vous montrer quelque chose, mais peut-être que vous connaissez déjà. Alors, j'en parle très souvent, moi, en coaching, parce que pour moi, ça, c'est la base. Alors, attendez, je vais juste l'ouvrir. Et je vais vous le partager. Voilà, le temps que ça démarre. Ok, c'est en train de partager. 2 petites secondes. Yes. Alors, voilà, ce que je vous montre là, c'est l'échelle de conscience de Hawkins. Euh, voilà, je fais toujours le même préambule, mais Hawkins, c'était pas juste un rigolo, c'était quand même un psychologue prix Nobel qui a travaillé justement sur, euh, euh, comment dire, sur différents niveaux de conscience, de vibration, d'émotion. Là, ce que je vous disais, ce que vous attirez en lien avec ce que vous êtes ou ce que vous vibrez, peu importe le mot, c'est clairement ça. Le courage, c'est la base. Pourquoi c'est la base? Parce qu'à partir du courage, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est créateur.
vous allez pouvoir créer. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est destructeur. Alors plus ou moins, selon l'échelle. En bas, regardez juste que la honte, quand vous ressentez de la honte, qui est liée souvent à une blessure d'humiliation, vous ressentez ce qu'il y a de plus destructeur. Mourir de honte. Je suis mort de honte. Vous voyez ce mot qui est puissant en fait. C'est destructeur. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer des choses sur la base de ça, cette énergie. La culpabilité, l'apathie, la peine, la peur. Euh, Vous voyez, on dit souvent ça, je suis mort de culpabilité, je suis mort de peur, mort d'envie, l'envie. Voilà, il y a la haine, la colère, la fierté, le mépris. Et là, le courage. Et là, tout d'un coup, on associe plus ça à la mort et ça devient créateur. Le courage, la neutralité, la volonté. Quelqu'un a mentionné la volonté tout à l'heure. L'acceptation liée au pardon, la raison, compréhension, le respect, l'amour, la joie, sérénité, la paix, béatitude. On peut mettre dedans aussi la gratitude, c'est sur cette même ligne-là. Et après, carrément, l'illumination. Donc, il a fait une échelle avec les niveaux, en fait. Le niveau de vibration et même d'énergie que vous allez pouvoir mettre ou créer. Moi, j'explique vraiment ça de manière... Enfin, j'explique à mes clients, si vous êtes dans la honte, dans la culpabilité, dans la peur, vous êtes en train de détruire quelque chose. Vous n'êtes pas en train de construire. Quand on veut attirer des personnes, comment est-ce que vous voulez attirer les bonnes personnes si vous êtes dans la colère? Moi, je vois des personnes, le fond de commerce, c'est la colère. Qu'est-ce qu'elles attirent? Elles n'attirent que ça, en fait. C'est leur fond de commerce. La haine, la colère, etc. Ça crée pas, ça va pas créer de l'amour, c'est pas créateur, c'est destructeur. Si on peut prendre des partis politiques qui ont surfé pendant très longtemps sur la haine de l'autre, le rejet, le mépris, toutes ces notions-là, vous voyez que c'est destructeur. C'est destructeur. Donc, c'est pour ça que voilà, la base, c'est le courage. Vous n'avez pas besoin de plus que le courage pour aller vers ce que vous voulez, pour aller vers les personnes que vous voulez attirer. Le courage. La base, c'est l'action. On peut considérer que... donc j'ai bien compris la base, hein, j'imagine que ce n'est pas la base. L'action, pour moi, c'est aussi important. C'est aussi important et ça demande le courage, en fait, aussi. Courage de se mettre en action. Parce que sans action, en fait, sans action, pour moi aussi, on croupit, en fait. L'action, et je dirais même pas que l'action... Avant, je disais l'action, encore une fois. Maintenant, je dis plutôt le mouvement, être en mouvement. Et on peut être en mouvement de mille manières. Mais être en mouvement. Quand on est en mouvement, il se passe des choses. Quand on n'est pas en mouvement, comme l'eau qui stagne, on croupit. Voilà, c'est pas génial. Euh, yes, nous avons pris notre courage malgré l'actualité. Est-ce que ça implique de bosser à deux? Ouais, 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 mais il y a effectivement, ça demande du courage de se lancer. Et bravo à vous. Bravo à vous, vous avez eu le courage de vous lancer dans une aventure, etc. Euh, avec quelqu'un qui dit, et puis c'est bon le thon. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà, c'est comme si on dit, si on vous envoie des tomates, faites-en un coulis. Voilà, on vous envoie des tomates, faites-en un coulis. Moi, je suis plutôt dans cet état d'esprit, en fait. En fait, c'est pas de moi dont elle parlait. Quand elle parlait du manque de valeur, elle parlait que d'elle-même. Et c'est pas une question de. Moi, je me remets toujours en question, je me remets toujours en cause, je demande toujours à mes clients qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui ferait que ce serait encore mieux, etc. J'ai aucun ego par rapport à ça. Au contraire, je demande à ce qu'on me corrige pour pouvoir faire ce qu'il y a de mieux en mieux. Pour moi, c'est ça l'excellence, un processus. Euh, yes, Olivier qui dit c'est du lourd. Ouais, le mouvement, c'est l'énergie. Le mouvement est énergie et amène de l'action. Oui, et vous avez vu tout ça, ce sont des émotions aussi. Et aux États-Unis, ils disent beaucoup emotion is energy in motion, c'est-à-dire c'est de l'énergie en mouvement. Donc il y a une question d'énergie et de mouvement. Voilà. Donc maintenant voilà, il y a vraiment cette grande question de est-ce que vous êtes le client que vous attirez? Et ce que je vous recommande de faire, c'est vous prenez une feuille et vous mettez toutes les caractéristiques que vous désirez de vos clients. Toutes les caractéristiques que vous désirez peut-être dans sa personnalité,
dans son attitude, dans ses valeurs, dans tout ça. Et votre mission, là, je vous donne un exercice. Votre mission, ça va être dans les jours qui viennent d'incarner ça pleinement. De dire, tiens, comment je peux incarner pleinement cette valeur? Comment je peux incarner pleinement ça et comment je peux le montrer au monde, en fait, même en parler, pour attirer des personnes qui résonnent avec ça. Euh, quand j'ai parlé, à des moments, j'ai parlé de moments dans ma vie où j'avais eu de grosses difficultés financières, etc. Bah, vous croyez que j'ai attiré quoi? J'ai attiré des personnes qui ont vibré avec ça, qui avaient envie de s'en sortir et qui étaient dans des difficultés financières. Quand j'ai parlé à des moments plutôt de personnes atypiques, j'ai attiré des personnes atypiques. En fait, les mots, c'est pas juste des mots, ça véhicule de l'énergie. Et il y a votre attitude aussi, il y a votre posture. Moi, je sais que je mets beaucoup de joie dans ce que je fais. Et en fait, si pour les gens c'est trop, ou disent ouais, mais est-ce qu'il se prend vraiment au sérieux parce que il fait tout le temps des blagues ou des trucs comme ça, en fait, c'est pas grave. Ce sont juste des personnes qui ne vibrent pas, qui ne résonnent pas avec la joie. Et pour moi, travailler n'est pas égal comme la racine latine tripalium, l'instrument de torture. Pour moi, travailler, c'est contribuer, c'est le faire dans la joie, c'est être pleinement dans l'être et faire des choses en accord avec mon être. Pour moi, c'est ça, en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, si je porte la joie en moi, pourquoi est-ce que je me forcerais à incarner autre chose que ce que je suis? Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Et si je me force à être cette autre chose, je n'attirerai pas les bonnes personnes. Tout simplement parce que je ne serai pas authentique, en fait. Et pour moi, c'est... Alors, on en revient au sujet de la semaine dernière. Pour moi, elle est là un peu l'urgence de l'authenticité. Comment je peux être authentique pour attirer les bonnes personnes? Euh, alors, et quand on attire, alors, et quand on attire plus personne, quand on attire plus personne, là, je t'inviterai à te poser la question. Euh, Qu'est-ce que je fais et qui je suis aujourd'hui qui fait que je n'attire pas les personnes que je veux? Ça, c'est un constat. Et le constat, en vrai, c'est juste important d'observer, en fait, pour savoir d'où tu pars. Quand tu dis, par exemple, je n'attire plus personne aujourd'hui, moi, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour attirer des personnes? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Attention, les réponses du type, je travaille sur mon site web, je fais ceci, je fais cela, pour moi, non. En fait, là, je dirais juste, oui, en fait, tu te caches derrière une action, derrière un truc technique qui te prend des semaines, qui te prend des mois pour ne pas te confronter aux personnes que tu veux vraiment accompagner, que tu veux vraiment aider, pour qui tu veux vraiment travailler. Euh, Sans jugement. C'est juste une observation. C'est pas le truc qui va te rapprocher des gens. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te rapproche des personnes que tu veux vraiment accompagner, aider? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu leur apportes de la valeur pour que ces personnes, tu captes leur attention et qu'elles aient envie de travailler avec toi et qu'elles se disent cette personne, c'est la bonne personne avec laquelle je veux travailler. Est-ce que tu le fais? Et maintenant, l'autre question, euh, c'est, tu dis, ok, quand on n'attire plus personne, je te dirais, qui dois-tu être pour attirer les bonnes personnes? Qui dois-tu être pour attirer plus de personnes, pour attirer déjà des gens? Est-ce que tu dois être la personne qui est beaucoup plus visible? Est-ce que tu dois être la personne qui est beaucoup plus impactante? Est-ce que tu dois être la personne qui va beaucoup plus vers les autres? Très certainement, en fait, j'ai pas la réponse pour toi. En tout cas, pas hors d'un cadre de coaching. Mais ce que je te dirais juste, c'est pose-toi cette vraie question. Qui est-ce que je dois être pour attirer les bonnes personnes? Euh, ok, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions avant que je vous donne d'autres clés? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent, qui émergent, des doutes, des prises de conscience, des validations? Alors, ça demande cette authenticité, certes de l'authenticité, mais aussi de l'engagement avec soi et rester focus sur ses objectifs. Absolument. Absolument.
Oui, ça demande de l'engagement. Demande de l'engagement déjà effectivement avec soi-même. D'attirer aussi plus de personnes, d'attirer les bonnes personnes et de rester focus sur ses objectifs. Et je dirais bien sur ses objectifs, focus sur ses objectifs, transporté par sa vision. Et de temps en temps, on jette un coup d'œil à ses résultats. Le moment présent que tu vis de tiens, j'attire plus personne, il est passager en fait. Mais il est passager que si tu as défini qu'il était passager. Si tu décides, et c'est une décision, si tu décides qu'il définit qui tu es, ah oui, mais moi j'ai du mal à attirer des gens, j'ai du mal à, ok, je me le suis approprié, c'est à moi, je l'ai, j'ai ce mal, j'ai du mal à. Voilà, je me le suis approprié, il est à moi. Euh, Là, entre guillemets, tu vas faire que renforcer cette croyance. Et c'est la mauvaise question en fait. La bonne question à se poser, c'est une question qui t'apporte du plus de pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire demain pour attirer les personnes que je veux attirer? Qui je peux être demain pour attirer les personnes que je veux attirer? Ça, pour moi, c'est une question qui donne du pouvoir. C'est une question qui apporte des solutions, pas qui nous pousse à nous apitoyer sur notre sort ou juste à être victime d'un résultat présent. Olivier qui dit les blagues, c'est moi qui les fais, donc pas la peine. Yes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des situations que vous vivez qui vous poussent à vous poser des questions par exemple, dans votre business aujourd'hui, par rapport à attirer les bons clients, quelles questions vous posez? N'hésitez pas. Là, je vais continuer, mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Je suis là pour ça. Alors, là, je vais vous donner, vous apporter un peu de valeur. Euh, pour moi, la mission d'un entrepreneur, c'est de résoudre ou d'aider à résoudre les plus grands problèmes de ses clients. Et quand je dis la mission, encore une fois, c'est vraiment dans l'absolu. Bien sûr qu'il y a des petits problèmes qui doivent être réglés. Mais quand vous voulez apporter un max de valeur, personnellement, je m'adresse essentiellement à des personnes qui veulent apporter un max de valeur, pas des personnes qui veulent faire un petit billet sur un petit bout de truc, en fait. Moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Et je le dis très clairement. Je veux accompagner que des personnes qui ont pas qui ont une mission, mais qui ont choisi leur mission, qui ont envie de contribuer à quelque chose de grand pour elles-mêmes, pour des proches, pour, je sais pas, leur quartier, pour leur communauté, et voire même pour le monde. Et je précise bien pour elles-mêmes aussi. Il n'y a pas d'injonction à vouloir sauver le monde. Déjà, se sauver soi-même, c'est déjà pas mal. Et que si vous le faites bien, ça va forcément contribuer aux autres. Mais moi, mon idée, c'est, ok, quels problèmes vous réglez et les grands problèmes. Et c'est pas, bah ça j'y viendrai juste après. Trouver des problèmes à régler. Vous devez être la personne qui cherche les problèmes. Contrairement à ce qu'on vous dit d'habitude, vous devez chercher les problèmes. Quel problème je peux régler? Quel problème je veux régler? Qui j'ai envie d'aider? Où sont mes compétences, mes capacités, mon génie? Et qu'est-ce que je peux, qui en a besoin aujourd'hui? Ça, ce sont des bonnes questions. Les bons clients, ce sont les personnes qui ont des gros problèmes que vous pouvez régler. Ils seront ravis de travailler avec vous, puisque c'est notre sujet du jour. Les bons clients, ils sont là. Mais attention, quand vous réglez un petit problème et que vous ne savez pas le valoriser, donc en général c'est le cas quand on n'a pas un marketing bien travaillé, on est juste dans de la vitamine. Ça veut dire que vous êtes un plus, vous êtes une option pour la personne. Euh, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une période comme celle-ci, où les personnes, euh, elles se, elles se privent, elles se serrent la ceinture, vous êtes le premier truc qu'on va couper. Ah ben non, mais ça, c'est pas important. Ah, mais ça, c'est pas essentiel. Parce que vous êtes positionné comme de la vitamine, comme quelque chose qui n'est pas essentiel. Maintenant, comment est-ce que vous vous rendez essentiel? Comment vous devenez l'aspirine, le médicament de vos clients? C'est en réglant un problème, un gros problème. Et c'est ça qui doit je dirais presque vous, ouais, obséder. Quels sont les problèmes que vous pouvez régler réellement? Comment vous pouvez communiquer là-dessus?
Soyez l'aspirine de vos clients, pas leur vitamine. La vitamine, c'est optionnel. La vitamine, on l'oublie. Qui a acheté des trucs de vitamines et ne les a pas consommés? Les oublie tout le temps. Ah ouais, j'ai encore oublié mes vitamines. Ah ouais, ouais, mais parce que c'est un plus. Par contre, quand on est vraiment mal, on n'oublie pas de prendre son médicament. Ça, c'est sûr. Sauf s'il y a un problème d'estime de soi ou d'amour de soi. Euh, Réalisez votre étude de marché. Donc ça va être hyper important. Qui sont les bons clients? Où sont les bons clients? Ça se trouve, vous êtes dans un endroit où vous regardez au mauvais endroit en fait. Vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas les bons clients, alors que les bons clients, ils sont là. Et les bons clients, il suffit de parler le bon langage. Alors, c'est un peu une image guerrière, mais visez avant de tirer ou visez avant de décocher une flèche. Si vous ne savez pas, le nombre de personnes, d'entrepreneurs, et j'en ai fait partie, toujours avec beaucoup de compassion, je dis ça. Le nombre de personnes qui font plein d'actions, mais en fait, si vous leur demandez, mais pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas. Je sais plus, en fait. Juste, on a oublié. Il n'y a pas d'intention. Visez, qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez attirer, pourquoi vous faites certaines choses, en fait. Ça, c'est hyper important. Quand vous allez faire votre alors étude de marché, c'est un bien grand mot, mais trouver vos bons clients, vous allez regarder comment dire, plein d'éléments. Où sont les opportunités? Où est le profit? Donc où est l'argent? Qui sont les personnes avec qui je vais prendre du plaisir? Est-ce que ça touche une de mes passions? Ou mes valeurs, ou ma vision, peu importe. Mais articulez bien, regardez ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont là où il y a des opportunités, qui vont auprès de personnes qu'elles ont choisies, un truc passionnant, mais où il n'y a pas d'argent. Alors, bien sûr, vous aurez que les résultats de ce que ça engendre derrière. Une activité qui est dure à maintenir. Une activité qui ne vous apporte pas les revenus que vous voulez. Et beaucoup de personnes qui vont dans des endroits où, tiens, il y a ma passion, il y a les gens que j'ai envie de servir, mais il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas assez de personnes. Ou les personnes ne sont pas accessibles, par exemple. Ou très difficilement. Vous devez réunir les conditions pour que ce soit un succès. Et réunir les conditions, ça passe aussi par définir qui est votre bon client. Mon bon client, c'est pas votre bon client à vous, il a d'autres caractéristiques que le vôtre n'a pas. Donc définissez, c'est quoi votre bon client? Est-ce que vous savez quand vous le rencontrez comment dire, que vous savez le reconnaître? Si vous ne savez pas le reconnaître, comment vous pouvez l'interpeller? Vous allez avoir des recherches rationnelles. Bon, ça, dans mes accompagnements, je donne beaucoup d'outils très rationnels qui permettent de trouver vraiment les problématiques, les besoins réels. Euh, mais comment dire, le bon client que vous allez pouvoir, quand vous faites votre recherche, ça va aussi vous aider à avoir la bonne décision, prendre les bonnes décisions. Il y a d'un côté ce qui marche et de l'autre côté ce qu'on veut. Les gens qui vont que vers ce qui marche finissent par être malheureux. Euh, Ils font des choses, mais derrière, il n'y a pas vraiment ce qui les anime. Les gens qui font ce qu'ils veulent finissent par être pauvres. Ouais, c'est pour ça que je mets d'un côté le cœur, de l'autre côté l'argent. Si je fais que ce qui marche, alors je passe à côté du cœur. Si je fais que ce qui m'attire au niveau du cœur, alors je passe à côté de l'argent. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Si ça vous va, c'est OK. Si ça vous plaît de faire une activité qui marche seulement, qui vous apporte juste de l'argent et qui vous apporte aucune satisfaction, c'est votre problème en fait. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais quand on veut les deux, ça veut dire qu'on doit trouver le point de convergence et c'est pas un compromis. Ne soyez pas dans le compromis. C'est pas ah je dois faire un compromis, trouver quelque chose qui marche un peu moins bien pour faire ce que je veux, trouver quelque chose qui paye un peu moins bien pour faire ce que j'aime. Trouver quelque chose qui marche un peu, enfin, quelque chose que j'aime un peu moins pour faire ce que j'aime. Non, il n'y a pas de compromis à trouver. Il y a une fusion des deux et de trouver le point de, de convergence entre les deux qui va créer cet équilibre. Oui, les gens qui ne sont pas autant focus, passionnés juste pour de l'argent. Ou des gens qui ne sont pas autant focus, passionnés et juste pour de l'argent. Ouais, yes.
il y a ceux qui marchent et ceux qu'on veut. Et sachez une chose aussi, c'est que l'un nourrit l'autre. Quand ça marche, ça nourrit encore plus votre sentiment d'être au bon endroit. Et quand vous avez ce que vous voulez, vous êtes nourri, animé, et ça va aussi nourrir le fait que ça va fonctionner. Donc c'est pas une question de trouver un compromis, c'est une intégration entre les deux. Maintenant, je dirais, ça c'est un conseil de base, vos bons plans, ne les créez pas dans votre tête, ils doivent exister en fait. Ne les créez pas juste dans votre tête, ils doivent exister. Le but, c'est pas de créer un marché. Personne ici, entre nous, là, n'a les moyens de créer un marché, réellement. En général, on va prendre une part de marché sur quelque chose qui existe déjà, même si on a l'impression, tiens, j'étais hyper innovant, personne ne fait ça. Oui, mais il y a déjà un marché. La personne qui, j'en sais rien, qui crée une nouvelle formation qui s'est jamais vue selon elle, ok, elle est quand même sur un marché de l'information dans son créneau. Ça existe en fait. Euh, Il n'y a pas d'équivalent direct, mais il y a des équivalents. Un livre peut-être qui parle de sa thématique, une formation présentielle, etc. Alors, l'idée de trouver votre niche principale. Pourquoi trouver une niche ou un segment de marché? Je n'en peux plus, mais j'en peux plus du tout. Bien que ce soit la majorité, mais maintenant j'ai les oreilles qui saignent quand je dis à une personne, ok, tu t'adresses à qui? Ah bah moi je m'adresse à tout le monde. Moi je m'adresse à tout le monde. S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Vous la connaissez enfin vous connaissez le fameux dicton courir après plusieurs lièvres, c'est le moyen de n'en attraper aucun. Vous n'allez attraper aucun lièvre. Alors sans manque de respect pour vos clients, mais vous n'allez attraper aucun lièvre si vous êtes dans tous les sens. Parlez à une personne. Quand je dis à une personne, c'est un groupe de personnes qui va s'identifier, qui va vous voir comme la personne référente. Et pour des personnes, c'est ce que je vous dis là, c'est la différence entre un business qui galère et un business qui cartonne. En disant, tiens, je fais du tout venant. Je vais vous prendre vraiment un exemple. Euh, je suis motard et il y a des garages qui ne font que de la vieille moto anglaise. À votre avis, entre ça et un garage qui fait du tout venant, lequel va gagner plus d'argent et lequel va avoir plus d'attention et lequel va mieux tirer son épingle du jeu? Bien entendu que c'est le spécialiste. Le spécialiste, il va attirer des personnes qui recherchent ça. Donc il va être identifiable. Le reste, ils sont juste perdus. Si vous dites, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je suis coach. Ça veut rien dire, je suis coach. Parce que si, quand tu dis je suis coach, c'est certains coachs que j'ai en tête, t'es mal. Limite, je te dirais, ok, au revoir. Par contre, si c'est d'autres coachs que j'ai en tête, c'est cool. Mais on peut pas. C'est trop vague. Pourquoi moi je choisirais telle personne si elle se présente juste comme un coach? Je suis coach en développement personnel. Ok, and then, qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi ton génie? C'est quoi les transformations que tu crées? C'est ça qui est important au final. Moi, j'ai eu beaucoup ce combat avec des thérapeutes. Ils disent, ah oui, moi je suis thérapeute ou moi je suis énergéticien, énergéticienne, moi je suis sophrologue. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Rien, rien, rien du tout. C'est une fonction. Et la fonction ne définit pas qui vous êtes. Donc, si vous voulez attirer votre client idéal, sachez à quoi il ressemble. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous enfermer. Ça veut dire que vous allez être visible. Et après, vous pourrez faire quand même des gens différents et ne vous inquiétez pas. Le monde est assez vaste et l'humain assez différent pour que en fait, vous attiriez des personnes très très différentes les unes des autres, même si vous vous adressez à un type de personne. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, des observations par rapport à ça, des prises de conscience. Donc l'idée c'est de sortir de la concurrence et devenir visible. Il y a un effet, ce qu'on appelle l'effet bubble en fait, l'effet ou l'effet de halo. C'est que quand vous êtes avec des personnes et que les personnes vous identifient comme étant la personne référente et qu'on vous voit dans un microcosme, on vous voit partout, vous devenez une référence très rapidement. Moi ça m'est arrivé dans plein de domaines, vraiment dans plein de domaines. Parce que j'avais compris ça, j'avais compris qu'il suffisait d'être avec les bonnes personnes, mais pas partout en fait, juste à chaque fois avec le même type de personnes, et en fait quand ils vous voient tout le temps, vous faites partie du truc, quoi. Vous êtes identifié, donc vous créez votre océan bleu.
Quand vous faites ça, ça vous permet d'avoir non seulement un discours puissant, mais de savoir quoi dire. Et ça, on reviendra dessus après. Mais une niche, c'est pas un métier. Elle est caractérisée, comme je disais, par des problématiques que vous réglez ou par des opportunités spécifiques, mais qui sont issues d'un vrai besoin du marché. Si vous voulez créer le besoin, encore une fois, vous n'êtes pas Apple, vous n'avez pas les moyens d'Apple pour pouvoir essayer de créer un besoin. Le syndrome du génie, de tiens, j'ai eu l'idée géniale et j'ai réinventé l'eau chaude et j'explique aux gens quelque chose d'incompréhensible dont ils n'ont pas besoin et j'essaie de les convaincre qu'ils en auront besoin, ça ne marche pas. Les gens savent ce dont ils ont besoin, ils savent absolument ce qu'ils veulent et ils décident avec leur porte-monnaie. Donc si vous n'avez personne qui vient vers vous, posez-vous des questions. Est-ce que réellement j'ai quelque chose que les gens veulent? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer et je ne suis pas en train d'être dans un syndrome en fait qui me porte préjudice? Est-ce qu'il y a des besoins par rapport à ce que je propose? Alors, bonne question car je réfléchis à ma présentation. Ouais, c'est super important. Tout ce que je vous dis là, c'est super important. Ça doit alimenter votre présentation. Comment vous vous présentez? Comment vous vous présentez sur vos supports? Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous dites de votre activité? Tout ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est aussi important de se focaliser sur ces éléments-là et sur les personnes plutôt que juste sur les choses? Tout simplement parce qu'on est dans de l'humain. Il n'y a plus de notion de B2B, B2C, B2B2C. On s'en fiche en fait. Nous, on est dans l'humain à l'humain. Parler à d'autres êtres humains. Parlez-leur de ce qu'ils veulent, de ce qui les touche, de ce qui fera la différence. Sincèrement, j'ai eu la chance, l'opportunité que j'ai déclenchée de rencontrer des personnes qui sont aussi hors normes dans ce qu'elles font. Après, des personnes avec lesquelles j'ai plus ou moins aimé travailler, mais des gens de la télé, Nagui, Harry Roselmack, avec qui j'ai vraiment, vraiment sympathisé. Et quand vous avez une personne qui rencontre du gratin et qui vous dit waouh, ce que tu m'as dit là, ça m'a touché, ça m'a poussé à voir les choses différemment, vous dites que vous touchez quelque chose. Euh, J'étais avec le numéro un de Dior Parfum International, avec qui super relation, etc. On est dans de l'humain. J'ai avant tout cherché à comprendre qui était l'humain derrière, quels étaient ses besoins, même quand c'est une entreprise en fait, pour ceux et celles qui travaillent avec des entreprises. Que veut l'humain à qui vous parlez? Et en fonction de votre interlocuteur, ça va changer. Peut-être qu'un chef de projet veut juste que le projet se passe bien. Peut-être que une personne qui est aux achats veut être sûr que vous pratiquez les bons tarifs et que ce soit rentable. Peut-être que la personne qui est manager espère avoir une augmentation, évoluer, et vous êtes un actif, un asset pour cette personne-là, si vous comprenez quels sont ses challenges. Et si vous pouvez l'aider dans ces challenges, ou si vous avez des particuliers, que veut vivre cette personne-là réellement, au-delà de ce qu'elle exprime? Comment vous pouvez aller chercher ça et le lui apporter pour devenir euh, son principal actif en disant oui, c'est la personne. Et ça, c'est génial. Quand j'ai des clients en coaching qui me disent waouh, en fait, moi, j'ai travaillé avec telle personne à tel moment qui m'a apporté ça, je me dis super, en fait, cette personne a eu vraiment une bonne personne pour l'accompagner parce qu'elle a su transcender des choses comme moi, je m'efforce à le faire avec mes clients. Donc on est dans de l'humain, on est vraiment dans de l'humain et c'est hyper important d'oublier en fait cette notion juste de B2B, etc. Alors, yes. Est-il possible d'aider quelqu'un qui n'a pas envie de se remettre en question et fait blocage? Ah, alors ça c'est un sujet que j'aime. Quelle est ta part de responsabilité dans la volonté d'autrui? Je pense qu'on a. Alors, moi, je suis ultra, ultra tranché sur ce sujet. Je pense que c'est une faute absolue de vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas de l'aide. Je pense que c'est pas notre rôle de donner envie aux gens d'avoir de l'aide. Je pense qu'ils doivent avoir leur propre motivation. Et que si ils ont des raisons de ne pas le vouloir, on va pas leur voler. Parce que si on arrive, qu'est-ce qui se passe? On prend le meilleur pire des cas. Pourquoi je dis le meilleur pire des cas? Le meilleur des cas, c'est de dire, tiens, cette personne n'a pas envie de se remettre en question, fait blocage, donc ne veut pas avancer.
Donc, je vais essayer de la convaincre et disons qu'elle est à moitié convaincue, mais qu'elle me suit, qu'elle y va. Qu'est-ce qui se passe si ça capote? Ce sera de ma faute. Oui, mais c'est toi. Oui, mais c'est toi qui m'as poussé. Moi, je le sentais pas. Moi, je ne voulais pas. Moi, j'étais pas prêt. Moi, j'étais pas prête. Ça, c'est une chose. Premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, euh, quand tu es dans ta mission, tu ne prends pas non plus un nom pour acquis. Mais par contre, ça veut dire que tu vas peut-être challenger la personne sur ses choix. Mais challenger, c'est pas prendre sa responsabilité. Et je vous inviterai à ne prendre que votre responsabilité. C'est déjà largement assez. C'est largement assez de prendre toute sa responsabilité. Je vais vous montrer un livre, 2 secondes. C'est le livre d'un mec qui était dans les Navy Seals, qui s'appelle Jocko Willink. Donc je vous mets le livre ici, il s'appelle Extreme, en anglais Extreme Ownership. Donc c'est un US, il était dans les Navy, et en fait, il est génial ce bouquin. Et en fait, il parle du fait de prendre 100% de la responsabilité, tout le temps. Est-ce que c'est juste de prendre 100% de la responsabilité? Ben, je pourrais dire qu'en vrai, quand une personne a certains problèmes, bien sûr que tout ne va pas être de ma responsabilité. Par contre, si moi je prends 100% de la responsabilité, alors je suis dans une posture d'évolution. Je sais que je peux évoluer et je ne vais pas tout remettre sur l'autre. L'autre, je ne peux pas changer l'autre. Enfin, je suis pas en pouvoir. Et même, je dirais que c'est une faute grave de vouloir changer autrui et de vouloir peut-être pousser quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas confondre aider avec prendre la responsabilité et de prendre une posture de sauveur. Pour ceux qui connaissent le triangle de Cartman, il y a un rôle qui est assez pervers justement dans le fait de vouloir se mettre, euh, de se mettre dans un rôle de sauveur. Il y a des personnes qui, si elles ne sont pas en posture de vouloir être aidées, laissez-les. Et ça ne veut pas dire les abandonner, ça veut juste dire que c'est pas votre responsabilité. Et je trouve même que c'est, euh, je suis très cash, hein, mais je trouve même euh, que c'est vraiment une faute de vouloir voler la responsabilité d'autrui. C'est c'est son libre arbitre, c'est l'une des choses les plus importantes qu'elle a. Et vous essayez de lui voler quand vous voulez la pousser à changer ou à se remettre en question. La personne qui n'a pas envie de se remettre en question, on ne peut pas la forcer. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est prendre 100% de notre responsabilité. 100% de notre responsabilité, ça peut vouloir dire à un moment à la personne stop, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, c'est ça, prendre sa responsabilité. C'est peut-être dire à la personne, ok, j'accepte d'avancer même si tu ne te remets pas en question. C'est peut-être ça. Il n'y a pas une réponse. Il y a votre réponse qui est la plus juste pour vous. Mais pour moi, ce n'est pas juste de vouloir prendre à quelqu'un sa responsabilité. C'est lui voler son droit. Comme une expression que je ne peux plus supporter, les gens qui disent je ne veux pas que tu penses. Arrête, laisse-moi tranquille. Pour moi, c'est de l'intrusion. Tu veux carrément rentrer dans ma tête et tu veux manipuler mes pensées. Moi, je tiens trop à mon libre arbitre et à ma responsabilité pour que quelqu'un essaye de vouloir que je pense quelque chose ou ne pas que je ne pense pas quelque chose. Je, moi, ne veux pas que toi, tu penses quelque chose. De quel droit? Je dirais de quel droit? De quel droit tu te permets de vouloir que je ne pense pas quelque chose? Laisse-moi vouloir penser ce que je veux en fait. Et ça fait partie des expressions que je ne peux plus supporter parce que c'est pas juste, la responsabilité n'est pas à sa place. Pour moi, les bons clients, et pour revenir sur le sujet, pour moi, les bons clients, ce sont aussi des personnes qui sont coachables. Donc moi, je n'attire pas des personnes qui n'ont pas envie de se remettre en question. C'est très clair. Quand je travaille avec quelqu'un, je pose la question à la personne, OK, est-ce que tu es prête à changer ou à faire ça pour pouvoir évoluer? Oui ou non? Est-ce que tu es coachable? Oui ou non? Je le dis encore au début de mes programmes. Voilà les conditions pour que ça fonctionne pour vous. Et là, j'ai une injonction. Il faut être coachable. Si tu n'es pas coachable, c'est pas avec moi qu'il faut être. C'est avec des personnes qui acceptent dans leur système de valeurs ou dans leur estime de soi. C'est OK d'avoir des gens pas coachables et de vouloir les coacher.
Ou peut-être que ce sont des personnes qui ont besoin d'être dans une posture de sauveur. Et là, pour moi, je dirais, si vous êtes face à des personnes comme ça, fuyez de toute urgence. La personne qui a besoin d'être dans une posture de sauveur, elle va peut-être même créer des conditions qui font qu'elle aura besoin de vous sauver. Et c'est très pervers comme jeu. C'est très, très, très pervers. Donc, euh, personnellement, il n'y a pas de. Je ne veux. Ça fait partie de mes bons clients. Je ne veux attirer que des personnes qui sont en capacité de se remettre en question. Si je vois qu'à un moment, elle flanche voilà, je repose le cadre. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es dans ce programme? Pourquoi tu fais cet accompagnement? Si ce n'est pas pour te remettre en question, pourquoi c'est? Voilà. Et si c'est pas pour te remettre en question, quel est l'intérêt de continuer cet accompagnement? J'ai pas d'attache émotionnelle par rapport à l'argent, par rapport. Pour moi, c'est si la personne n'est pas à sa place, qu'elle aille dans un endroit où elle sera à sa place. Je suis en train de lui voler son temps, en fait. Et je suis en train de gaspiller le mien, ce qu'on a de plus précieux, qu'on va jamais retrouver. Moi, dans mon système de valeurs, par exemple, la notion de temps est sacrée. Quand vous prenez votre soirée là ce soir pour passer du temps à écouter ce que j'ai à dire, c'est pas juste ce que j'ai à dire, c'est écouter quelque chose qui va vous aider. Déjà d'une, vous vous autorisez, vous vous offrez ce temps-là. Je suis pas derrière votre ordinateur. Je ne sais pas comment vous êtes. Est-ce que vous êtes attentif ou pas? Est-ce que vous faites ça en dilettante, etc. Peu importe. Mais là, je vous dirais, encore une fois, effet miroir. Le jour où vous devez parler à des personnes, qu'est-ce que vous aurez en retour? Est-ce que vous avez des personnes qui sont attentives ou des personnes qui font ça d'une oreille? Moi, je fais attention à ça maintenant. Je suis le plus souvent, le plus possible, en pleine présence. Ce que j'appelle en pleine présence, c'est-à-dire que je suis pleinement présent, pleinement attentif dans ce qui est en train de se passer, parce que la personne me donne ce qu'elle a de plus précieux, son temps. Là, ce que je vous donne, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est mon temps. Quand je fais pas ça, je suis pas, quand je fais ça, je suis pas avec mon fils. Je suis pas en famille. Donc, pour moi, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Et votre temps est précieux. Et c'est pour ça que je m'attache toujours à apporter le plus de valeur possible pour honorer ce que vous mettez sur la table de plus précieux, votre temps. Yes, salut. Alors, euh, une autre question. Lorsqu'un devis est réalisé mais est resté sans réponse, faut-il relancer ou ne pas se positionner en IDI? Très très bonne question. C'est une très très bonne question parce que c'est très subtil. Et pour moi, si j'ai fait un devis, encore une fois, mon temps a de la valeur. J'ai pris du temps à faire un devis. Je t'envoie le devis. Je veux m'assurer déjà que tu l'as bien reçu. Je ne fais pas de, j'ai pas comment dire, je suppose rien. Donc, je relance la personne, bon, ou je l'appelle. Oui, ben, je vous ai envoyé un devis. Je veux juste m'assurer que vous l'avez bien reçu. Voilà, que vous l'avez bien reçu et qu'il ne soit pas perdu dans les spams ou autre. Oui, oui, je l'ai bien reçu. Je prends le temps de revenir vers vous. Là, je demande à la personne, d'accord, vous avez prévu de revenir vers moi quand? J'ai- je peux pas en vouloir à la personne de ne pas être revenue vers moi si j'ai pas non plus posé un cadre. C'est ça. Peut-être que pour la personne, si j'ai pas posé un cadre, si j'ai pas posé les questions, si je connais pas son degré d'urgence, je peux pas lui en vouloir. Donc, encore une fois, je prends 100% de ma responsabilité. Est-ce que j'ai défini le cadre? Si maintenant le devis est resté sans réponse et que j'ai eu l'impression de poser le cadre, là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la personne dans une posture de faire un choix. C'est-à-dire, je vais lui dire, voilà, je vous ai envoyé un devis à telle période. Sachez que je suis très demandé ou que je suis très, très occupé ou que mon planning évolue constamment. Si votre projet est une priorité pour vous, merci de revenir vers moi le plus rapidement possible pour qu'on puisse planifier éventuellement les choses au risque de ne pas pouvoir répondre à votre demande quand vous serez prêt ou prête. Voilà. En fait, je ne suis pas dans une posture de manque. Donc je pose un cadre. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? La personne déjà, ça pose le cadre du respect. Respecte mon temps, voilà, et je suis pas justement, je suis pas en demande. Pourtant, j'ai fait une relance, mais c'est une relance qui me met dans une bonne posture. Par contre, si je relance tous les 3 jours, 4 jours, oui, alors où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce que vous apportez la réponse? Clairement, c'est needy, mais clairement. Et donc là, ça sent tellement le manque que la personne peut presque être dégoûté. C'est humain.
C'est vraiment humain. Regardez dans les relations humaines, c'est un peu ce qui se passe. Quand vous avez quelqu'un qui vous accroche, qui s'accroche à votre jambe, comment on dit, qui vous tient la jambe, etc. C'est pas sexy, ça donne pas envie. Quand la personne se fait un petit peu désirer, etc. On se pose des questions. Oui, ça fait monter le désir, donc ça crée plus d'envie en fait d'y aller. Et ça, c'est pas qu'une question relationnelle ou amoureuse. Enfin, amoureuse, pardon. Les relations humaines sont comme ça. Euh, Alors, mettre les références. Yes, alors, mettre tes références, Olivier a mis en lien. Oui, c'est le triangle dramatique ou triangle de Karpman que vous pouvez retrouver. Voilà. Ah, le livre. Le livre. Alors, le livre, je vais le remettre, c'est Extreme Ownership. Alors, je connais pas le nom en français. Moi, je lis la plupart de mes livres en anglais. C'est Jocko Willink. Jocko Willink. Jocko Willink. Donc, il n'a pas écrit tout seul, mais voilà, enfin, c'est lui dont on parlait. Euh, donc, donc voilà, c'est le bouquin en question. Euh, ok. Alors, tout ça est valable en amour. Ouais, c'est valable pour tout en fait, parce que c'est des relations. Les relations que vous avez avec vos clients, comme dit Olivier, c'est valable pour tout. C'est les relations que vous avez avec vos clients, vos prospects, c'est pas différent du reste en fait. Le temps que j'ai, le temps, c'est ce que j'ai de plus précieux pour ma liberté aussi. Yes, absolument. Euh, ok, alors je finis. Donc, oubliez le B2C. Je dirais positionner en spécialiste pour sortir du lot. Euh, Ah oui, pardon. Pourquoi devenir spécialiste? Ben, vous allez sortir du lot. Avoir un message plus puissant, être identifié, vendre plus cher, gagner plus de clients, être plus désirable. Donc quand vous adressez, vous positionnez en spécialiste et vous aidez un type de personne ou une typologie de personnes, un groupe de personnes qui se ressemblent, là, vous allez être identifiable plus rapidement et ça va être simple. Beaucoup de personnes ont du mal à communiquer parce qu'en fait, il y a un conflit. Ah oui, mais si je dis ça, ça touche pas telle personne, etc. Et du coup, elles sont dans un compromis et elles ont un discours qui est mou du genou. Ça donne pas envie. Parce que si elles sont trop spécifiques, il y a plein de gens qui vont pas se retrouver dedans. Donc du coup, elles font un truc hyper généraliste et personne ne se retrouve dans quelque chose de généraliste. C'est pas ça qui va vous transporter en fait. Donc, bah, voilà, spécialiste généraliste, bon ça, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais le généraliste, il prend du tout venant, c'est des tarifs bas, il est comparé, négocié. On ne va pas vous choisir pour qui vous êtes quand vous êtes généraliste. Quand vous êtes spécialiste, que vous aidez un certain type de personnes, que vous savez qui est le bon client pour vous, le client que vous voulez, dès que vous savez, bah, tout d'un coup, vous pouvez avoir des tarifs plus élevés, vous êtes plus respecté. Le spécialiste, regardez, le médecin généraliste, combien on le paye? Un spécialiste, combien on le paye? Oui, l'argent, c'est aussi un étalon pour la valeur. Peu importe leur salaire au final. Euh, Ne soyez pas un couteau suisse. Le couteau suisse, c'est pas un outil de choix. Et ne cherchez pas à tout faire, à toucher tout le monde. Parce que le couteau suisse, c'est l'outil qu'on utilise quand on n'a pas le choix. C'est pas parce que vous pouvez tout faire, toucher tout le monde, que vous devez toucher tout le monde encore une fois. Au contraire, ça demande de la maturité, de la prise de recul et oui, de la maturité entrepreneuriale, la maturité dans ce que vous voulez accomplir, de se dire, je vais vers les bonnes personnes et j'ai choisi qui étaient ces bonnes personnes et je vais faire ce qu'il faut pour les aider. Euh, Maintenant, je reviens sur une notion pour finir là-dessus. Vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas ce que vous faites, vous êtes tellement plus et vous incarnez le diamant que vous êtes dans toutes ses facettes. Euh, alors, je vais mettre, voilà, euh, Joko Willink, Extreme Ownership, il y a le nom. Donc, vous êtes une personne et vous n'êtes pas votre métier, donc ne vous cachez pas derrière un métier. Attirer les bons clients, c'est aussi faire preuve d'authenticité, de vulnérabilité, de vérité. Euh, pour attirer les bons clients, ça demande aussi une forme de mise à nu, qui est pour moi l'authenticité en fait. La vulnérabilité.
quand vous voulez attirer les bonnes personnes, encore une fois, vous avez défini qui elles sont, etc. Et on peut aller très loin. Là, ce soir, c'était pas l'objet de, voilà, exactement enfin, du comment en détail sur toutes les questions à se poser, etc. Mais j'ai une liste de questions euh, euh, que j'ai dans tous mes programmes et une liste d'outils qui vous aident à voir comment ils pensent, en fait, à presque rentrer dans leur tête, à dire, ah, en fait, c'est ça que la personne se dit. Il y a une différence entre croire qu'on sait et entre savoir. Quand vous croyez que vous savez, vous partez d'hypothèses que vous avez formulées vous-même et c'est un bon départ, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous savez, c'est que ces hypothèses sont vérifiées. Par exemple, moi, je sais très bien que mes clients se disent en secret, c'est-à-dire qu'ils ne le verbalisent pas, ils se disent en secret. Ils ont des moments où ils se disent, mais pourquoi j'en suis pas là où je mérite d'être? Se disent en secret, mais je mérite tellement mieux. Ou parfois, j'ai envie de baisser les bras. Parfois, je ne vais jamais y arriver. Qui tournent dans leur lit en se disant, mais je vais jamais y arriver. Mais c'est trop dur. Je sais que mes clients idéaux, ils se disent en secret quand ils voient quelqu'un qui a moins de talent qu'eux, mais putain, ils vont se le dire comme ça. Mais putain, pourquoi est-ce que ce con là ou cette conne là, on voit bien qu'elle manipule les gens, on voit bien qu'elle est pas qualifiée, on voit bien qu'elle est pas apte à faire ce qu'elle fait, on voit bien que c'est de l'esbrouf, on voit bien que c'est pas un truc. Pourquoi est-ce qu'elle est beaucoup plus visible que moi, etc. Et avec un soupçon de sentiment d'injustice ou de colère. Ça, c'est des trucs que je ne peux pas inventer. C'est des choses que j'ai découvertes, qu'il me l'ait dit ou pas. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les bons process et les bons outils, parce que sinon, vous n'allez toucher qu'un mirage, en fait. Ce que les gens expriment, ce que vous croyez qu'ils expriment, mais en fait, ce qui les touche vraiment, c'est pas ça. Vous savez, c'est un peu comme si je fais un sondage sur je vais dire par exemple aux personnes, vous préférez le Nutella ou le tofu? Et dans le contexte du sondage, la personne se dit, ouais, mais si je dis que j'aime le Nutella, ça fait de moi une mauvaise personne qui favorise la déforestation et puis les orang-outans qui brûlent. Par contre, le tofu, ça fait de moi la bonne personne qui est plus dans peut-être le côté vegan, etc., etc. Donc, elle va dire le tofu. Maintenant, vous dites, ok, super, ce sondage a vraiment apporté quelque chose, je sais ce que les gens veulent. Eh ben tiens, à table, je vais mettre du tofu. Personne va le bouffer, votre tofu, votre maudit tofu. Les gens, ils vont juste dire, ah, c'est dégueulasse, j'ai pas envie de manger ça. C'est pas que c'est pas bon, moi, je mange du tofu. Mais la plupart des gens, et les gens, vous leur mettez le master pot, là, vous voyez, le master pot de Nutella, celui qui est comme ça, avec des crêpes, ils vont se jeter dessus. Et d'ailleurs, ça a coûté la réussite de l'événement d'un ami entrepreneur qui avait mis un truc avec du chocolat fondant, etc., alors qu'il était en train de vendre. Et les gens n'avaient pas envie d'être dans la salle où il était en train de vendre. Ils se sont tous rués sur le chocolat. Euh, alors, c'était pas suite à un sondage, mais vous voyez où ça peut emmener, en fait, de ne pas comprendre ce que les gens veulent et de comprendre uniquement ce que vous pensez qu'ils veulent ou ce qu'ils disent qu'ils veulent. Il y a une différence entre ce qu'on dit qu'on veut et ce qu'on veut vraiment. Quand une personne dit qu'est-ce que tu veux? Ben ouais, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire des dons à des associations, etc. Ça, c'est ce qu'elle dit qu'elle veut. Mais ce qu'elle veut peut-être au fond d'elle, c'est de faire péter la super baraque, d'avoir beaucoup d'espace, de pouvoir voyager quand elle veut, etc. Mais elle a peur de l'exprimer en disant, ah ouais, mais on va peut-être me juger. Ou peut-être, à l'inverse, ce que la personne dit vouloir, c'est la grande maison, le gros truc, etc. Mais au fond d'elle, c'est pas ça. Au fond d'elle, elle veut juste être en paix, dans un endroit serein. Enfin voilà. Donc, faites attention entre ce que les gens disent et ce qu'ils veulent vraiment. Il faut que vous fassiez des vraies recherches, des vraies recherches. Moi, c'est vraiment un point d'honneur que je mets avec mes clients et qu'on met avec notre équipe. D'ailleurs, Olivier qui est là, il accompagne nos clients là-dessus, de faire une recherche qui est presque scientifique pour trouver les vraies réponses. Parce que là, vous savez, je dis toujours, quand on n'est pas à un demi-million ou un million, les deux seules choses qu'on doit faire, enfin, on va dire trois. Marketing pour attirer les gens, vendre pour gagner des clients et ensuite délivrer à nos clients.
Délivrer à nos clients, c'est ce qu'on sait faire de mieux. La plupart d'entre vous, si vous faites un métier, c'est que vous aimez le faire et je présume que vous savez plutôt bien le faire. Donc après, c'est marketing et la vente. Et qu'est-ce que les deux ont en commun? Les deux ont en commun une chose, c'est que ça s'adresse, enfin les trois d'ailleurs ont en commun une chose, c'est que ça s'adresse à un individu ou une entreprise, mais derrière il y a des individus. Donc vous allez aider des individus, accompagner des individus. Donc l'individu est le centre névralgique. Donc le travail sur qui est votre bon client, qui est votre client idéal, c'est la clé de voûte. Vous passez à côté de ça, tout le reste n'a plus de sens. C'est quoi mon message? C'est quoi mon marketing? De quoi je parle au quotidien? Si vous ne savez pas à qui vous adressez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est quoi mon offre? Vous ne pouvez pas avoir une bonne offre si vous ne savez pas à qui elle s'adresse et qu'est-ce qu'elle va aider à régler. Vous ne pouvez pas vendre si vous ne savez pas ce que les gens veulent. Donc c'est le centre névralgique. Et derrière tout ça, à un niveau encore plus profond, derrière tout ça, il y a de la psychologie. Donc moi, je pourrais résumer à une chose en disant tout ce que vous devez faire pour que ça fonctionne dans votre business, c'est de la psychologie. La psychologie, c'est comprendre la psychologie des personnes qui ont besoin de vous, comprendre la psychologie donc de votre marché, de votre audience. Je dis de votre audience parce que ce sont les personnes qui vont vous écouter avant de devenir client. C'est la psychologie de vos prospects. Qu'est-ce qui les empêche de devenir clients? C'est la psychologie de vos clients. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir peut-être les résultats ou de passer à l'action? C'est tout ça. Euh, ne vous vendez pas comme du charbon. Yes. Je recommande l'exercice de la carte d'empathie. Tout à fait, ça fait partie des choses qu'on peut faire exactement. Mais avant d'aller vers cette carte d'empathie, il y a des choses à faire aussi pour pouvoir aller trouver les personnes et les bonnes personnes. Et identifier aussi qui on veut attirer. Ah, des morphales. Je pense que c'est pour le pot XXL. Yes. Euh, ok, comment est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que voilà, là on a fait globalement le tour. Deux petites choses, toujours pour vous dire. Si vous voulez qu'on continue cette discussion, on peut s'appeler. Et quand je dis continuer cette discussion, je suis toujours très honnête et très sincère. Moi, le but, c'est pas de juste vous faire tenir le crachoir ou voilà. Le but, c'est de vous aider sur des choses concrètes. Euh, pour moi, un appel, mes appels, j'appelle ça des appels de transformation. C'est pas des appels de vente, c'est des appels de transformation. Mon objectif, c'est de vous apporter suffisamment de valeur pour que vous ayez envie d'aller vers ceux que vous aurez touché du doigt. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de clarté et que vous avez besoin qu'on en parle par téléphone, comment ça va se passer? Vous mettez un message en privé, vous mettez dans le groupe, vous prenez contact avec Vanessa, vous revenez vers moi pour prendre un rendez-vous. Et l'objectif de ce rendez-vous, ça va être de vous aider à gagner de la clarté. Maintenant, je suis très clair. Si je sens que je peux vous aider, je vous ferai une proposition. C'est normal. Je ne vais pas vous laisser sur le bas-côté, comme on disait, comme dit l'expression dans Dirty Dancing. Vous allez reconnaître la référence. On ne laisse pas bébé dans un coin. Donc moi, je laisse pas bébé dans un coin. C'est pas condescendant ce que je dis, hein, c'est juste une blague, mais si je sens que vous avez besoin de quelque chose que j'ai, j'hésiterai pas à vous faire une proposition. Sinon, je serais ravi de vous avoir aidé et ravi de continuer à vous apporter de la valeur. Une autre chose, on anime le 5, 4 et 5 une autre session en lien avec le client idéal où on va travailler ensemble sur votre client idéal. Qui est votre client idéal? Comment vous pouvez le trouver? Quels sont les outils que vous pouvez utiliser? Et c'est pas juste de dire ah oui j'ai les bons outils parce que les outils vous pouvez trouver des outils sur internet. Ah bah tiens j'ai utilisé l'outil pour trouver mon client idéal. La clé de voûte elle est pas là. La clé de voûte c'est vous en fait. Qui vous méritez d'attirer? Qui vous voulez attirer? Et il y a du coaching derrière. Il y a une question aussi de projection. Est-ce que ce que vous voulez c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous ne répondez pas à une injonction? Est-ce que vous ne répondez pas à un schéma? Est-ce que vous ne répondez pas à un conditionnement? Donc tout ça, pour moi, c'est la base. C'est être, faire, avoir. J'accompagne tous mes clients, on accompagne tous nos clients sur ce créneau-là. Si vous voulez obtenir quelque chose, il y a des choses que vous devez faire et vous devez être une certaine personne. Donc là, ça va être l'objectif de cet atelier. 5 et 6 août, voilà, Bootcamp client idéal. Et n'hésitez pas n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh,
Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce live et quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Alors quand je dis on, c'est aussi Olivier qui fait partie de l'équipe et Vanessa qui vont aussi faire des lives dans le groupe. Qu'est-ce que vous avez aimé? Alors ça, je vous le demande à chaque fois. Imaginez juste que c'est votre manière de me payer. Ça, c'est la monnaie d'échange pour ce soir. La monnaie d'échange, c'est de me dire ce que vous retenez de ce soir, ce qui vous a apporté de la valeur, ce qui a peut-être réaffirmé quelque chose que vous connaissiez déjà et que vous aviez besoin d'entendre à nouveau. Là où vous ressentez que vous avez de la valeur, là où vous avez une prise de conscience, est-ce que vous pouvez me partager ça là? Yes, s'il vous plaît. Pour moi, c'est la manière de me payer, entre guillemets, de me remercier. Voilà, c'est de euh, pouvoir faire ça. Et quel sujet vous aimeriez qu'on traite prochainement? Voilà, donc je reste tout oui. Il y a toujours un décalage, donc c'est le moment. Alors quelqu'un dit, tu poses le cadre. Désolé, je vois pas ton prénom parce que t'as pas cliqué sur le lien. Tu poses le cadre. Oui, pour moi, c'est en fait c'est important. Pourquoi c'est important de toujours être honnête, transparent, intègre? C'est parce que déjà, ça fait partie de mes valeurs et parce que j'ai l'intime conviction que les personnes que j'attire sont des personnes qui ont un très haut degré, qui ont des valeurs très fortes et qui ont un très haut degré d'intégrité et que bah, c'est les personnes que je veux attirer. Donc j'essaie juste d'être à l'image de ça et d'être très transparent. Je ne suis pas l'abbé Pierre. J'aime aider les gens, mais le cadre dans lequel je peux le plus aider les personnes, au-delà d'un live comme ça, dans un live comme ça, je sais que je vous aide en vous apportant des choses, mais c'est pas le cadre où je peux le plus vous aider. Le cadre dans lequel je peux plus vous aider, c'est dans l'écosystème qu'on a construit avec tout ce qu'il y a dans cet écosystème, avec tous les outils qu'on a mis en place, qui aident des entrepreneurs à passer des 0 à 5 000, à 10 000 euros par mois, à plus pour certains, qui aident des entrepreneurs à s'aligner, à avoir une activité qui, qui a du sens, à avoir des résultats, à retrouver de la joie dans leur activité. Voilà, ça c'est ce qui m'anime. Le cadre pour arriver à ça, bien sûr, ça va au-delà d'un live et on a ce cadre-là. Donc c'est pour ça que je suis à la fois tellement content de ce qui se passe dans nos programmes et ceux qui sont dans nos programmes, ils en témoignent toujours beaucoup. Mais je suis tellement content de voir les belles transformations qui se passent dans nos programmes que j'ai pas honte d'en parler, que je ne suis pas mal à l'aise parce que je sais qu'il y a énormément de valeur et que j'ai confiance en chacun et en chacune et dans le libre arbitre de chacun pour se dire ouais, c'est pas pour moi ou c'est pas pour moi pour le moment ou oui, j'ai envie d'y aller et de ne pas se sentir ni pris au piège, ni pris pour un ou une imbécile, et de savoir que c'est toujours très clair. Parce que c'est ce que je recommande aussi. Je recommande aux personnes d'être assez intègres, claires sur leur démarche, sur ce qu'elles font, sur pourquoi elles le feront. Moi, pourquoi je fais ces lives-là? Il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de transmettre de la valeur et de nourrir un besoin, enfin qui est un de mes besoins, besoin de contribution. Quand je fais un live, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime donner et ça nourrit mon besoin de contribution. Ça, c'est premier objectif. Deuxième objectif, c'est élever la conscience de mon audience. Il y a trop de personnes qui font des erreurs qui leur coûtent beaucoup trop dans leur business et c'est de les aider à élever leur niveau de conscience. Maintenant, le troisième objectif, c'est de pouvoir accompagner ces personnes-là et de pouvoir les accompagner. Moi, bien sûr qu'il y a un aspect financier, mais ce n'est pas le plus important. Quand j'accompagne des personnes, pour moi, il y a un mouvement. C'est pour ça on dit le mouvement des extraordinaires. Il y a un mouvement. Je n'accompagne en général que des personnes qui ont un impact, même au début il est minime, mais qui ont aussi envie d'avoir un plus gros impact parce que je crois dans l'effet domino. Je me dis que si j'aide des personnes qui aident d'autres personnes, alors dans ma vision bisounours, on sera dans un monde meilleur. Et c'est pas juste que j'ai envie d'y croire, c'est ce que je vois qui se passe et j'ai envie de continuer ça, d'alimenter ça, voilà, tout simplement. Euh, yes. Alors, comment se passe un bootcamp? Le mieux, c'est si tu es intéressé, on peut en parler. Il y a vraiment aucun engagement, on peut en parler très rapidement ou juste même par audio interposé. Alors,
Je vais quand même donner des bribes, mais si c'est pas suffisant, tu reviendras vers moi pour avoir un peu plus d'informations. Dans un bootcamp, ce qui se passe, c'est qu'il y a, pour moi, juste de la théorie, ça fonctionne pas. Pour moi, que la pratique sans la théorie, on passe à côté de quelque chose. Donc, on a vraiment les deux. Dans un bootcamp, c'est toujours sur 2 jours. Enfin, 2 jours, c'est un jour et demi. Il y a des parties transmission où on vous donne des informations qui vous aident à comprendre les choses. Premier point. Deuxième point, il y a des mises en pratique. L'idée, c'est de pratiquer, de dire, OK, vous ressortez de ce bootcamp avec quelque chose d'implémenté. Donc, en gros, c'est impossible pour quelqu'un qui rentre dans un bootcamp de repartir comme elle est arrivée, juste avec de la théorie ou juste dans le mental. Et parce que souvent, chez les entrepreneurs, il y a soit cette difficulté à passer à l'action, difficulté à sortir du mental, ou des envies qui ne sont pas suivies d'action et qui emmènent la procrastination. Donc là, on ne donne pas le choix puisque ça se fait pendant l'événement. Donc il y a des moments où on dit, OK, là, sortez vos trucs, vous prenez telle fiche qu'on vous a donnée, vous remplissez ça, vous le cherchez comme ça, etc. etc. Et cetera. Et donc il y a un moment sur toute une après-midi où il y a l'équipe qui est avec vous, qui vous aide concrètement, un peu comme si on était dans une grande salle, que vous étiez sur des tables autour. Vous allez travailler aussi binôme, trinôme, etc. Vous avancez, vous vous faites avancer et il y a quelqu'un qui vient, qui vous donne des conseils, qui répond à vos questions, etc. C'est comme ça que ça va se passer. Euh, et il y a aussi des moments plus d'inspiration, de travail autour du mindset. En fait, quand on se pose les questions autour de vraiment le client avec lequel on veut travailler, les vraies questions qui se posent, c'est nous. Mais en fait, qui je suis? Et puis après, il y a le syndrome de l'imposteur, mais qui je suis pour attirer ces personnes? On va travailler sur ces choses-là. Donc, il y a vraiment une dimension mindset. Donc, théorie, pratique, mindset, mise en application, et vous ressortez avec quelque chose d'implémenté. Voilà l'idée. Euh, alors, pour la valeur, yes, tu nous aides à nous repositionner, à être clair dans notre communication. C'est Christelle Miranda. Yes, merci, merci beaucoup. Euh, les exercices étaient juste des cas d'école pour bien se représenter notre client idéal. Yes, tout à fait. Et, et c'est hyper important de se poser ces bonnes questions. Et là, les questions qu'on a commencé à se poser, pour moi, c'est le début de la ficelle. Après, on tire, il y a une pelote. Et après, il y a beaucoup de choses dans cette pelote. Euh, et c'est le plus important, c'est de voir ce qu'il y a dans la pelote, derrière la pelote. Noémie qui dit, tu touches toujours parfaitement les points où il faut se questionner. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce retour qui me fait vraiment plaisir. Plaisir en tout cas que tu trouves de la valeur. Idéal. Alors attends. Ça a sauté. Euh, Tu nous reboostes. Merci Cannes pour ce moment de partage. Christelle Miranda. Yes. Merci. Merci pour ça. Lucie qui dit piqûre de rappel sur l'observation, le pistage, la compréhension des besoins profonds des avatars versus ce qu'on envoie comme image pour les attirer. Ouais, ouais, carrément. Penser convergence et non compromis. Oui, je suis pas, moi je suis pas un fervent, je suis pas acquis en fait au compromis. Je ne pense pas non plus qu'il y ait un compromis dans le travail vie pro versus perso. Je ne crois pas non plus qu'il faille chercher l'équilibre. Je pense qu'il faut plutôt chercher l'intégration. Comment j'intègre ma vie privée dans mon pro dans ma vie privée et de faire en sorte alors, je parle surtout quand on est solopreneur ou qu'on est une petite équipe, c'est déterminant. Quand on respire son travail, quand c'est sa mission, et moi, j'arrête jamais en vrai. Je suis dans mon lit, je pense à des trucs, je suis en train de jardiner, je pense à d'autres choses. Enfin, ma mission ne s'arrête pas en fait. Elle s'arrête peut-être quand je dors, et encore, parfois je rêve de choses que je fais. Donc, voilà. J'aurais voulu te suivre sur Cannes, mais toi-même, tu sais pourquoi je ne dois pas être là. Amitié. Ah oui, yes. Merci, c'était top. Merci pour le feedback. Belle énergie. Merci. Ben, merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence et pour votre participation. Je vous dis à la prochaine. Notez que le jeudi à 20 heures, on a des lives. Dans le format, pour l'instant, on part sur tous les 15 jours, mais on va arriver sur toutes les semaines et on va aborder plein de sujets.
plein, plein, plein de sujets. Il y aura des moments où il y aura des choses qui seront aussi pratico-pratiques, etc. Donc, mais surtout, on le fait pour vous, donc n'hésitez pas. On mettra un petit sondage dans le groupe. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez, les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et, et, et voilà, tout simplement. Comment est-ce que on peut vous servir au mieux et comment est-ce qu'on peut faire de ce groupe-là le meilleur groupe pour des personnes qui sont visionnaires, atypiques, créatifs, intuitifs, qui ont envie de contribuer à un monde meilleur et qui croient dans la bienveillance, qui croient dans l'éthique, qui croient dans l'intégrité, qui croient dans l'authenticité. C'est le truc que j'ai envie de faire, c'est que ce soit le meilleur groupe pour ça et que tout le monde se sente à sa place. Voilà. Merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Ciao. C'était Can le gentleman motivateur.